Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Imaginons que dans les prochains jours, vous croisiez votre manager qui vous demande de concevoir une toute nouvelle plateforme d'e-commerce. Comment feriez-vous? Quelle serait votre approche? Nous, aujourd'hui, on va vous embarquer dans une aventure où on va concevoir une toute nouvelle plateforme et on va vous présenter quelle serait notre stratégie, quelles seraient les bonnes pratiques à adopter et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, on va se présenter. Moi, je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, couteau suisse, on va dire, à Worldline. Et moi, Raphaël, Sémété, ça se prononce. Il paraît que c'est d'origine auvergnate en plus, ce nom de famille-là. Architecte, plutôt architecte d'entreprise, développeur de fait, je suis responsable de l'activité d'Evrel chez Worldline. Voilà. Qui ne connaît pas Worldline dans la salle? Ouais, on est d'accord. Ouais, je pense bien. En résumé, on est le leader européen du paiement. Quand vous faites un paiement en ligne ou chez un commerçant, vous passez au moins une fois par chez nous. On ne fait pas que ça. Moi, personnellement, depuis 3 ans, je travaille dans le monde du transport et de la mobilité. Aujourd'hui, nous sommes là pour concevoir la toute nouvelle plateforme Truffad at Home. Truffade Ato, t'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux, Il y a c'est... des gens qui font des projets comme ça. Ouais, ouais. Bah, Et une ok, plateforme d'e-commerce, on a eu ce besoin-là qui est arrivé par un client. pourquoi pas, hein. Ouais. Et puis c'est une plateforme d'e-commerce, tout ce qui est sérieux quoi. Ouais, Tout ce qui c'est du est- commerce. Bah, moi, je viens de sortir du projet. Je sais pas si tu connais le projet Zébulon. Ouais, j'ai entendu Je viens parler, juste d'en ouais. sortir. C'était du e-commerce pareil. À mon avis, tu remplaces Truffade, enfin chaussures de sport par Truffade. Et ça va aller vite, hein. On repart sur la même archi. Ouais, on va essayer quand même On est creuser le tranquille. besoin si t'es d'accord. Ouais, bon, oui, ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, puis on Creusons va le essayer de besoin. voir un peu la démarche Bah, aussi, explique, ouais. qu'on se mette d'accord, qu'on se mette en phase, si t'es ok. Démarche d'architecture. Ouais, Bah, tout gaffe, non? non, Non. non, je suis Qu'est-ce que trop c'est, tout baptisé. gaffe? Non, vous aimez pas. T'es traumatisé? Ouais, Ouais, bon, alors vas-y, on rentre dans le besoin, puis on va rediscuter de la démarche. On va voir. d'accord. Ouais. Alors, on a eu une première réunion avec le client, on a essayé de croiser, on a essayé de voir un peu quel était le besoin, comprendre un peu pourquoi une nouvelle application. Lui, ce qu'il souhaite, c'est créer une plateforme où on pourrait acheter de la truffade, pourrait l'améliorer, la customiser dans le respect de la tradition bien évidemment et l'acheter en ligne et la livrer à domicile. D'accord. Ou dans des événements, Ouais, dans pour des événements par au exemple, hasard. des événements tech en Auvergne ouais, par exemple. Ouais, donc il y a l'aspect customisation, etc. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil que Zébulon. Je me suis un peu emballé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais du coup, ça amène pas mal de questions, toi, sur les fameuses NFR, Non-Functional Requirements. Genre la dispo, les pertes de données, Ouais. le temps de réponse, enfin, il y a tous ces sujets-là qu'il On va y faut. aller pas à pas si. Ouais, bon, Ok, d'accord. Ok, ça ok, va. ok. Ouais, bon, ok. Alors on a croisé, Ouais. on a essayé de croiser un peu entre les exigences techniques, les exigences fonctionnelles. On a essayé de déterminer avec le client quelles étaient les exigences non fonctionnelles, non-functional requirements. Et plus particulièrement, quels étaient les objectifs en termes de qualité de service, les SLO. Donc ça, c'est un terme qui est tiré de la méthodologie SRE de Google, qui est vraiment très intéressant à lire, même pour les concepteurs, et même je dirais surtout pour les concepteurs. Tout d'abord, on a essayé de voir quelle était la disponibilité des plateformes. Alors le client, lui, ce qu'il souhaitait au début, c'est une disponibilité à 100%. Bon, Ouais. Bon, vous savez que c'est pas possible, pour on de le la sait truffade. aussi. Maintenant, il a fallu lui expliquer pourquoi c'est pas possible une disponibilité à 100%. L'un des premiers leviers qu'on a trouvé pour lui dire que bah, c'est pas forcément très judicieux, c'est déjà qu'il n'y a aucun hébergeur qui fait du 100%, et deux, qu'au-delà de 90%, la complexité et le coût, surtout, allaient de manière exponentielle. On a eu des premières exigences aussi en termes de temps de réponse. Lui, ce que souhaite, c'est des API qui répondent en moins de 2 secondes. Il faut creuser un petit peu pour avoir un peu plus de détails. Et par contre, on n'a pas trop d'éléments sur la perte de données quand il y a un crash notamment. Ouais, bon, c'est des trucs qu'il faudra itérer, de toute façon, en Oui, discuter complètement. avec eux, au fur et à mesure qu'on affine le besoin. Après, bon, si on est sur de l'e-commerce, on a aussi des contraintes réglementaires. Je pense qu'il faut les prendre en compte dès le départ, parce que ça peut être hyper structurant, et donc le mettre déjà dans la réflexion métier, c'est important. Typiquement, RGPD. On en a parlé, il faut défendre l'Europe et tout, et défendre la truffade. Aussi, il y aura du paiement, et donc il y a des contraintes de paiement, PCI DSS, ce genre de choses-là. C'est hyper structurant sur la manière dont on va runner, par exemple, l'application, ou organiser les choses autour. Donc je pense qu'il faut qu'ils les intègrent dès Ouais. ce moment-là, quoi.
Alors, il y a une question qui fait écho à la keynote de ce matin, c'est cloud on-premise. Bon, le client a des infrastructures on-premise, est-ce qu'on doit mettre l'application dans le cloud ou pas direct? On n'a pas vraiment d'exigence de sa part, est-ce que c'est à nous de la déterminer ou pas? Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, moi je dis on part sur le cloud. Alors, pas parce que je vais aller chez, chez Microsoft, cloud OVH peut-être. Ouais, là. Non, non, l'idée c'est de se dire, là on voit le besoin, c'est une nouvelle offre, ils savent pas comment ça va se caler, ils ont des architectures déjà, ils ont déjà des projets, je connais un peu le client, c'est pour ça, sur le cloud. Et l'idée c'est de dire, concevons une appli qui est cloud native, quitte à ce qu'après on la déploie même sur d'autres types d'infrastructures, c'est pas obligé d'être du cloud public, quoi. Et donc je pense qu'on peut faire cette hypothèse-là, mais qui dit hypothèse, on n'a qu'à le tracer dans un ADR, quoi. Comme C'est ça, quoi, c'est clair. c'est quoi un ADR? ADR, tu connais pas? Non. ADR, ça veut dire Architecture Decision Record. Donc c'est une manière très simple, hein. Là c'est du Markdown par exemple, pour tracer les décisions d'architecture. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de formaliser et de tracer ça, parce que ça permet d'avoir l'historique de toutes les décisions d'architecture qu'on a eues sur le projet. Et là on commence à en faire, là moi en tout cas je commence à en faire. Et donc ça va permettre de se remettre dans le contexte de pourquoi on avait pris cette décision, est-ce que les conditions à l'origine de cette décision sont toujours valables, etc. etc. Et puis même si nous on disparaît, il y en a d'autres qui peuvent comprendre pourquoi on avait pris cette décision. Donc là ce que je propose c'est on veut une plateforme qui s'adapte en fonction du succès de la nouvelle offre, Truffad Atom donc, et donc on veut héberger ça sur du type cloud, et donc la conséquence, parce qu'on peut déjà anticiper ça, c'est d'avoir une architecture cloud native, donc les 12 factors, ce genre de choses là. Bon, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on commence à travailler sur les analyses de risque pour pouvoir baser notre réflexion là-dessus. Si tu Ouais, me dis. l'analyse de risque, pareil, formalisme, simple, que je propose là, matrice, voilà, avec la probabilité d'occurrence d'un risque, et puis, vous voyez bien là, parce que je suis dans le champ, ouais, et puis l'impact que ça va avoir si jamais le risque il arrive. On a un code couleur, et l'idée c'est d'identifier les risques, toujours au fur et à mesure qu'on réfléchit sur et qu'on design la solution, et de pousser au maximum les risques dans la partie verte, quoi. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se base sur des retours d'expérience de projets précédents pour voir un peu quel type de risque on pourrait déjà renseigner, qui sont communs à peu près tous les projets, hein. Déjà les risques sur les middleware, les accès aux bases de données, les accès réseau, etc. On les a positionnés ici. Peut-être que dans une future itération, on va bouger ces risques, on va les mitiger comme on dit. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette première phase? Si on résume un peu. Déjà, on essaie de creuser le besoin. On se l'a approprié. Pourquoi le client a besoin d'une nouvelle application? Lui, ce qu'il veut, c'est une application d'e-commerce pour la livraison de Truffade à domicile. On a déterminé quelles étaient ses exigences fonctionnelles et surtout techniques, parce que c'est celles-là qui vont prédominer les choix d'architecture. Les exigences en termes de RTO, RPO, Recovery Time Objective, c'est quel est le temps de rétablissement de service? Imaginons qu'il y a un crash. En combien de temps je dois rétablir mon service? Et quelle est la quantité de données que j'ai le droit de perdre dans le cas d'un crash? Imaginons on a le droit de perdre les commandes des 5 dernières minutes, des 10 dernières minutes, etc. Ça, on n'a pas encore d'éléments là-dessus. Mais il va falloir le formaliser avec le client, parce que généralement, quand c'est implicite, le client il pense que c'est du zéro, c'est-à-dire qu'il perd rien, et nous on dit bah non, on a le droit de perdre. Donc il faut vraiment que le formaliser après. Les temps de réponse, on a déjà une première SLO qui est assez fixe. 90% des transactions doivent être réalisées en moins de 2 secondes. Elle est bien bornée dans le temps, donc là c'est assez clair. La disponibilité, on a 95%. On pourrait considérer que c'est quand même très haut, mais bon, c'est quand même de la truffade, donc il faut avoir quand même pas mal de disponibilité. Le client est très ambitieux sur le nombre d'utilisateurs. La cible métier, 500 000 utilisateurs par jour, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que est-ce que c'est des clients? Est-ce qu'ils vont acheter à 500 000 par jour? Donc on a du travail après sur affiner le scénario, et c'est juste de la visite. Et enfin, le client souhaite intégrer facilement des nouveautés. Alors ça, derrière le facilement, lui, nous ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'il souhaite intégrer des nouveautés rapidement et pour pas très cher. Donc il va falloir qu'on l'intègre un peu dans notre réflexion. Ouais, et puis on a vu les contraintes, notamment réglementaires, à intégrer dès le départ, donc la partie paiement, la partie RGPD. Et puis les bonnes pratiques là qu'on a illustrées un petit peu dans cette discussion d'architecture qu'on a eue entre nous deux et avec vous, c'est de tracer les choses. Donc on l'a vu avec les ADR, tracer les choix qu'on fait, les choix d'architecture. Et ça c'est le faire tout au long de la vie du projet, hein, clairement. Et puis formaliser les choses aussi, donc par exemple les risques qu'on va décider de mitiger ou pas, mais de les tracer dans la matrice et toujours faire ça de manière itérative.
impératif. Et puis là, on l'a pas trop fait, mais quand on discute avec les différentes parties prenantes, c'est commencer à identifier le vocabulaire commun pour être sûr que les différentes personnes qui sont impliquées dans ce sujet de l'architecture vont échanger les mêmes concepts, ce genre de choses. Bon, on rentre pas dans le DDD, mais on voit bien que c'est ces notions-là de vocabulaire qui sont importantes. Bon. Bon, maintenant, on va se mettre d'accord sur la démarche La d'architecture. démarche d'architecture. Bon, alors t'aimes pas TOGAF. Bon. Alors comment... ouais, disons, l'architecture, à un moment donné, on fait des schémas, on design des solutions et tout. Quel formalisme tu as l'habitude d'utiliser quand tu veux partager une vision d'architecture avec d'autres, voilà, Alors, depuis quelques années, moi, j'utilise modèle C4. C4 c'est quand même plutôt pas mal. Ah, j'en ai entendu parler, ça m'avait l'air un peu trop explosif. Je sais pas, j'ai pas osé. Ouais, moi j'ai l'habitude de faire de l'Archimate. Bon, c'est peut-être un peu trop proche de. Ouais, c'est un peu. Ouais, bon, ok. Bah écoute, présente-moi, c'est quoi C4 puis on va voir. Alors C4, c'est un modèle qui a été créé par Simon Brown. Moi, je vous conseille son livre, Software Architecture for Developers. C'est vraiment très intéressant. Vous trouverez toutes les ressources sur le site c4model.com. Modèle C4, ce qui est intéressant, c'est que ça on rajoute un peu de storytelling dans votre présentation, dans votre vision d'architecture. C'est-à-dire que à la manière de Google Earth, où vous commencez par la planète, après vous zoomez, vous avez le pays, la ville, etc. Là, vous allez faire pareil avec votre conception. Donc on va faire ça en 4 schémas. Et sincèrement, les 2 premiers sont déjà suffisants pour présenter votre vision d'architecture. La première vision, c'est la vue de contexte, la vue système. Là, on va présenter notre système et quelles sont les parties prenantes, c'est-à-dire que les utilisateurs, les systèmes externes, la base externe par exemple, ou les voitures qui poussent des datas. Et maintenant, si on zoome, comme on pourrait le faire dans Google Earth, on va voir ce qu'il y a sous le capot. Alors, je ne vais pas vous détailler tout le schéma parce que ça va être compliqué, surtout pour celles et ceux qui sont au fond. Mais là, on va voir les bases de données, on va voir les applications, les API, on va avoir les queuing, etc. Et grâce à ces 2 schémas, vous êtes capable de communiquer et d'avoir des retours de la part de différentes personnes, que ce soit des fonctionnels, que ce soit des RSSI, des personnes de la prod, etc. Et vous allez pouvoir challenger votre vision vis-à-vis de toutes les parties prenantes de vos projets, et même de vos clients. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va permettre de vous faire comprendre. Et c'est peut-être l'un des enjeux quand vous allez faire des schémas d'architecture. Ok. Ouais, c'est intéressant. Bon, en fait, en gros, c'est une manière de décrire un objet complexe, l'architecture, selon des angles de vue, des perspectives, oserais-je dire. Ouais, Ah, ça me rappelle un truc. Bon, ça me rappelle un truc. Ça va, je suis pas perdu. Ok, bah allons-y. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait Ouais, on rentre sur la vue fonctionnelle. Ouais. Donc, si j'ai bien suivi, c'est quoi? C'est la C4 système? Ouais, c'est ça le modèle de contexte, système. Ouais. Bah, on a qu'à. Ce que je propose, on est 2, on design un peu chacun de notre côté sur la base des documents qu'on a eu, discussions qu'on vient d'avoir. Puis on se refait un point. Ça puis marche. on voit comment on avance. Donc une semaine plus tard. Donc là, donc moi je te présente c'est un peu comme ça que j'ai vu. On a 2 types de clients, les administrateurs, les clients. Le système Truffat-Atom qui est décomposé entre le cœur du système et un système de livraison que je me disais que ça va être intéressant de le sortir pour pouvoir après l'externaliser si besoin. La partie paiement, je l'ai complètement externalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires liées au monde du paiement que là, on ne va pas pouvoir les mettre dans le même sous-système. Et pour le bancaire, moi je propose de réutiliser des bons vieux transferts de fichiers, ça fonctionne très très bien. Ouais, bon, alors, en face sur ce que tu viens de dire là, transfert de fichiers. Moi, ma vision, en fait, alors on est en phase sur l'identification des acteurs et puis des systèmes externes. Mais alors moi, comme je t'ai dit, je connais un peu le client. Je sais qu'ils ont déjà une plateforme de livraison parce qu'ils faisaient déjà de la livraison, mais ils n'étaient pas en mode web, internet 2.0, etc. Donc moi, je propose de réutiliser, de ne pas inventer la roue là sur ce coup-là. On va utiliser cette plateforme-là. Et paiement, moi, je l'ai mis dans le cœur parce que je me suis dit, comme ces composants-là, c'est peut-être l'occasion, comme c'est nouveau, ils s'y mettent à l'e-commerce, c'est de commencer à développer leur propre solution, et puis au fur et à mesure l'améliorer, quoi. Bon, donc comment on va faire pour avancer? On n'a qu'à demander l'avis d'un 3e architecte, non? Ouais, c'est ça, complètement, on va demander l'avis du public. Bon, c'est vous les architectes. C'est vous les architectes. Donc voilà, alors vas-y. Donc on a 2 visions. En résumé, on a internalisé ici, la mienne, c'est on a internalisé la livraison et on externalise le paiement. Et Raphaël, c'est l'inverse. Voilà, donc ceux qui votent pour la solution d'Alexandre, vous avez qu'à lever la main. Putain, ouais, à peu près. Et ceux qui votent pour moi, pour ma solution. Ah, je crois que
Ah, grave, j'ai pas vendu l'affaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah de toute façon, en discutant avec toi, je me suis rendu compte que c'est vrai que vouloir se mettre sur du paiement, c'était peut-être un peu ambitieux. Surtout qu'il Ouais, paraît qu'il y a des boîtes qui font ça super il bien. paraît, ouais. Donc peut-être qu'il y a une troisième solution, une Peut-être qu'il troisième y a une voie, quoi. troisième voie, ouais. Ouais, Peut-être que moi, ce que je propose, c'est qu'on se concentre un peu sur le cœur de métier, quoi. ouais, C'est-à-dire t'as que- raison. Ouais, donc ouais, c'est pas mal ça. Hmm. En tout cas, merci d'avoir voté pour moi. Non, là, ce qu'on a, la conclusion de ce schéma d'archi, c'est le cœur, le besoin du client, c'est pas faire du paiement, c'est pas faire de la livraison, c'est faire de la commande de Truffat. Donc là, on va essayer de se concentrer sur ce qu'on a besoin de faire, la valeur ajoutée du produit, quoi. Ouais, c'est pas mal. Puis en plus, c'est marrant parce que finalement, on avait une plateforme à voir, on est deux architectes et ça fait trois possibilités. Je trouve que ce serait un bon sujet de talk pour une conf. Faudrait qu'on essaye, ouais. On devrait essayer. Bon, en tout cas, partons là-dessus. Ouais. Alors, Ok. en résumé, ce qu'on a fait dans la feuille fonctionnelle, déjà, on a décliné l'architecture en plusieurs vues. Si vous n'êtes pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord avec toutes les parties prenantes sur la première vue, la vue au niveau, il y a peu de chances que vous soyez d'accord sur la suite. Confrontez tous les points de vue. N'hésitez pas à la faire challenger, même par des opérationnels. Au contraire, c'est eux qui vont avoir des retours d'expérience pour dire ce que vous faites, ça marche pas, c'est pas possible. Ou il y a déjà eu un existant aussi. Ça va vous permettre d'avoir des billes là-dessus sur votre architecture. Ouais. Et puis éviter le syndrome not invented here. Donc l'idée c'est pas de réinventer la roue, surtout que les premières versions elles vont être carrées les roues. Hein. Il y a des gens qui ont passé des années-hommes à développer des solutions, donc c'est peut-être pas la peine, surtout si c'est pas le cœur de métier de la solution qu'on doit designer. Et puis il y a la question de se poser aussi de make or buy, c'est-à-dire est-ce que vraiment ça vaut le coup que je reconstruise quelque chose, ou alors c'est vraiment pas mon cœur de métier, je vais aller voir et je vais aller chercher du paiement chez Worldline. Ouais, par exemple. Euh, Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on commence à concevoir et qu'on voit un peu ce qu'il y a sous le capot, Ah oui, parce qu'on alors touche un petit peu à la technique. ouais. Donc la vue applicative, on va la concevoir en se basant sur plusieurs caractéristiques. Alors ça, ce sont les caractéristiques qui nous paraissent les plus importantes. Peut-être que vous, en fonction de vos domaines métiers, en fonction de votre industrie ou votre background, vous aurez d'autres caractéristiques. On pourrait penser par exemple au Green IT. Aussi, ça peut être une autre caractéristique. Déjà, pensez simplicité, modularité, évolutivité en même temps. Et essayez de démarrer le plus simplement possible. C'est bête à dire, on pense que quand on le dit comme ça, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais plus simple sera votre solution, plus facile elle sera à coder et à opérer. Par contre, garantissez-vous l'évolution au fil du temps. Qu'est-ce qui se passe quand on double le nombre d'utilisateurs? Qu'est-ce qui se passe quand on augmente la SLA? Qu'est-ce qui se passe quand on crash par exemple un serveur? Ça, il faut vraiment avoir cette idée en tête. Et aussi la modularité en même temps. La modularité, logiquement, quand vous changez de base de données, de passer de MongoDB à Postgre, ça ne devrait pas remettre en cause toute votre application. Ensuite, le coût et les performances. C'est important de les penser en même temps. C'est très bête, hein, mais si vous proposez la solution la plus performante du monde, peut-être la plus compliquée, la plus évoluée, mais qu'elle coûte 3 ou 4 fois le prix escompté, ça passera jamais. Il faut vraiment avoir ces deux métriques-là en même temps. La tolérance aux pannes. On est sur une architecture cloud. Architecture cloud, pardon. On n'est plus dans le paradigme, notre application ne va jamais tomber. Maintenant, on est plus sur un paradigme, elle va tomber, mais on doit fournir les mécanismes qui permettent de rétablir le service et de faire comme si tout allait bien, par exemple. On peut mettre des circuit breakers, des systèmes de timeout, etc. Et enfin, la testabilité. Alors pour moi, la testabilité, là où c'est intéressant, c'est que c'est un bon indicateur. Si votre application elle est compliquée à tester, c'est que vous avez peut-être loupé quelque chose en termes de simplicité, modularité, etc. Ok. Bah, ce que je propose, c'est avant qu'on rentre dans le design de Truffat at Home, c'est qu'on regarde un peu les types d'architecture classiques qu'on voit ou qu'on a vu dans le passé. On va les rebalayer vite fait, juste pour rappeler un peu ce que c'est, et puis après on regardera par rapport à ces critères-là, et surtout au contexte Truffat at Home, bah, qu'est-ce qui nous semble le plus adapté, en tout cas pour démarrer sur une première itération. Donc, commencer par le monolithe. Donc, monolithe, bon, bah, c'est un type d'architecture que vous avez sûrement vu. En tout cas, moi, j'en ai vu pas mal. Alors, pourquoi ça s'appelle monolithe, hein? Bah, c'est parce qu'en gros, on a un nœud d'exécution. On a des architectures en type 3 tiers, donc une couche présentation qui discute avec les utilisateurs. Toute la logique business, vraiment là où on a la logique métier. Et puis la base de données. Mais c'est monolithe parce que toute cette partie-là, elle va s'exécuter sur un seul nœud. Après, il y a une variante qu'on appelle monolithe modulaire, où on va quand même faire de l'architecture, et on va faire de la conception de composants logiques qui sont bien architecturés les uns par rapport aux autres, etc. Mais ça va quand même tourner sur un seul nœud.
Après, on a vu une évolution de ça, finalement, des architectures orientées services. Finalement, ce début d'architecture logicielle qu'on fait, ces composants, on va les transformer en services qui vont démarrer sur des nœuds et qui vont tourner sur des nœuds différents. Et donc, il va y avoir une distribution en fait des traitements au niveau de cette couche-là. On a toujours la couche de présentation qui fait le lien avec les utilisateurs ou les applications externes. Et on a la base de données qui refait la cohérence globale des données. Okay. Alors maintenant, une évolution qu'on va pouvoir trouver de l'architecture orientée service, c'est si on veut coordonner différents services qu'on appelle les orchestrés. Imaginons qu'on veuille créer des services métiers, où on appelle le billing service, on prend un bout du résultat, on va appeler le customer service, etc. Ça peut se faire au travers de moteurs d'orchestration. Alors il y a des produits pour ça, ou ça peut être fait maison. On pourrait penser que le principal problème de ce genre d'architecture, c'est le SPOF technique. Pourquoi? Parce que le moteur d'orchestration, c'est un point central. Pour moi, le principal problème est surtout organisationnel. Et ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération quand vous devez faire des conceptions. La plupart du temps, on va avoir une équipe qui va être en charge de créer les services métiers et qui va lutter en prenant la version courante du billing service, en attendant la version suivante du customer service, et en découvrant qu'il y a des bugs ou des manquements sur le delivery service. Inévitablement, vous allez avoir des frictions côté gestion de projet, et des problèmes de delivery, des problèmes de planning, etc. Ça sent le vécu. Oui, un peu beaucoup. C'est des choses à prendre. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est des choses à prendre en considération dans vos développements et qu'il va falloir adapter ça à la réalité du terrain. Ensuite, l'event-driven. Là, on est plus sur une architecture côté événementielle, asynchrone. On va avoir des composants qui produisent des événements, d'autres composants qui s'y abonnent, qui peuvent créer des événements le cas échéant. On va parler d'eventually consistency. C'est-à-dire que la consistance des données ne va pas être, par exemple, au niveau de delivery component, mais va plus arriver à terme. Ah, c'est quand même excellent. L'architecture, c'est un peu un métier artistique quand même. Parce que là, avant, tu parlais d'orchestration, ça faisait vachement chef d'orchestre qui guide les autres instruments. Et là, event driven, c'est un peu tout le monde se coordonne ensemble, c'est un peu la danse, quoi. Ah, ça me plaît. Ça te plaît, hein? Ouais, bon. D'accord. On est créatif. Et maintenant, pour finir, les microservices. Mais attends, microservices, c'est un type d'architecture ou c'est un buzzword ça On a vu architecture orientée service, microservices, c'est des services plus petits, non? Je sais pas, Ouais, ça peut être c'est pas mal trollé aussi. Alors ce qu'on oublie trop souvent avec les architectures microservices, moi je vous conseille la définition d'Amazon, hein, qui explique ce que c'est que les microservices. Ce qu'on oublie, c'est que c'est à la fois un pattern technique et organisationnel. La plupart du temps, on prend que la première partie. Et on n'arrive pas sur une architecture microservice, on arrive sur un monolithe distribué, ce qui est le pire des deux mondes. Là où les microservices sont intéressants, c'est qu'on a des domaines métiers qui sont vraiment distincts, où chaque domaine a son API et sa base de données qu'on peut faire évoluer facilement. Mais ça s'accompagne de l'organisation qui va derrière. Ah ouais, ok, ouais, notamment, bon, je suis encore sur le niveau technique, mais ouais, le fait que chacun ait sa base de données, ouais, donc il y a vraiment une autonomie et tout, on n'est plus dans la SO, ouais, d'accord, ok, ouais, je comprends, ok, c'est clair. Donc maintenant, quand les utiliser? Ouais, bah voilà, donc là on a un tableau. Alors ce qui est important, c'est pas le nombre de triangles qu'il y a dans chaque case. Ça, c'est juste pour illustrer le fait que lorsqu'on va faire de la réflexion sur le type d'architecture, c'est bien d'avoir des éléments de réflexion et pas juste ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça, c'est basé sur notre expérience conjointe, quoi, on va dire. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des éléments à décision, discuter avec d'autres pairs, se renseigner et pas seulement sur ce qu'on connaît. Donc là, on a classé donc les types d'architecture qu'on a vus par rapport aux critères. Et donc, si je reviens dans Truffad at Home, en fait, il y a un besoin de modularité important. Ils disent qu'ils veulent rajouter des fonctionnalités rapidement et pas cher. Donc, ça sous-entend quand même pas mal de modularité. Et puis, ils veulent que ça scale quand même pas mal. Donc pour moi, je partirais pas sur le monolithe. Et puis l'orchestration, pareil. De toute façon, tu l'as pas vendu. Hein. Ouais, si. Alors déjà, si t'en as éliminé l'orchestration, je pense qu'on peut décemment éliminer la SOA. Donc là, il nous reste l'event-driven et le microservices. Ouais. Moi, j'avoue que l'event-driven, ça me plaît bien parce qu'il y a cet aspect perf là qu'on maîtrise pas. Alors, il dit 500 000. Bon.
Ouais. Ah, les truffades, ça va débiter, mais ouais, donc j'aime bien l'aspect un peu asynchrone, découplage qui est apporté par l'event driven, j'avoue que ça me rassure plus en termes de Ouais. perf. Alors moi, je te dirais que je pense partirais plus sur du microservice parce Ah que c'est merde. beaucoup plus testable et que en termes de modularité, on y gagnerait un peu plus, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, alors microservice pour de la truffade. Mais c'est lourd quand même. C'est bon. Mais non, mais t'as dit le mot-clé quand même. Testabilité, c'est vrai. Faut pas oublier que là, on est en train de designer une architecture. Alors, il y a des humains qui vont être impliqués là-dedans. Et le fait que ce soit plus facile à tester, autant le prendre en compte parce qu'il y a des vrais gens qui vont et l'implémenter et surtout la runner, quoi. Donc, partons là-dessus, puis on verra comment on peut. Avancer. Alors moi, une semaine plus tard, toujours. Donc j'ai défini cette architecture-là où on a 3 services. J'ai identifié des contextes métiers. Donc on a la partie customer service qui est plus du back-office, le billing et le shopping service qui est vraiment le cœur de notre application. Le billing service, tout le monde a sa propre API et sa propre base de données, sauf le billing qui a un stockage objet pour les factures. Et tous les microservices sont exposés au travers d'un pattern back for front, on va dire. Et il y a un front-end pour tout ce qui est interface graphique. Ok. Ouais, bon, ça, de toute façon, on est dans des trucs où ça me parle. Après, ça me titille encore, hein, ce truc de perf là. Tu vois ce service-là, là, je le trouve trop couplé. Ouais, Je le trouve tout couplé déjà par rapport au système externe. Alors, si celui-là il est down, tout de suite on est down. Donc, moi, ça m'embête d'être couplé avec un système externe comme ça. Et puis, lui, il est en lien direct avec la couche présentation avec les utilisateurs. J'aimerais bien le découpler aussi. On peut pas essayer de faire quelque chose quand même pour ouais. Je pense, sécuriser ça. ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ce peut faire, Ouais, voilà. si t'es OK, c'est de Ouais. découpler tous les appels externes. Donc en mettant des event processing, après vous mettez du Kafka, du messaging, enfin un peu tout ce que vous voulez. Et ça permet de découpler tous les appels vers les systèmes externes, même vers les systèmes internes, des systèmes internes. Ah, ok, ouais, ça me va. Ouais, effectivement, là maintenant on est plus safe ici. Et puis là on est capable d'encaisser en fait de la charge qui arrive des utilisateurs. Et puis ça fait une troisième solution aussi. Ça fait une troisième Faut mix. mixer, faut mixer. Ok, bon, Bah, super. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on voit pour mettre les technologies qu'il y a derrière. Yes. Je te propose qu'on utilise Spring Boot, hein, tout le monde connaît. Spring Boot, bah ouais, ouais, c'est sûr que dans la boîte on en fait pas mal. Après, si j'ai bien compris, microservices, ça donne le choix aussi un peu sur les technos en Ouais, fonction complètement. des trucs. Moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde pour cette partie back là un peu, qu'est-ce qu'on a. Alors bon, on est sur du Java, hein, on va pas remettre ça en cause. Ça, c'est un truc qui est un choix stratégique de la boîte. Mais on peut regarder peut-être le radar. Ouais. Donc le radar de l'entreprise pour voir un peu qu'est-ce qui est proposé dans ce secteur-là. Et puis moi j'ai vu qu'il y a Quarkus là, qui est pas mal, ça dépote pas mal. Et surtout il y a eu des efforts faits ces dernières années là de vraiment répandre la techno. Il y a eu pas mal de formations qui ont été faites et donc en gros on va trouver pas mal de devs en fait qui sont disponibles pour faire du Quarkus. Donc je me dis pourquoi pas l'utiliser sur un des services. Ouais, pourquoi pas, hein. De toute façon ça remet pas en cause Puis le reste. pour faciliter, pour réduire le risque d'introduction de nouvelles techno, même si c'est Quarkus et Spring, bon, c'est quand même assez limité, on va pouvoir mettre Quarkus sur la partie back-office. Ça limite le périmètre en fait et réduit le risque d'introduction d'une nouvelle technologie. Ouais, ça me va. Après, moi j'ai fait un point avec les DBA. Bon, ils nous ont dit pour les bases de données, il n'y a pas trop de surprises, hein, Postgre ou MongoDB, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, puis le choix, on pourra le faire un peu plus tard, lors de prochaines Ouais, itérations. C'est pas hyper structurant. c'est pas hyper structurant pour l'instant. Pour la partie front, moi ce que je te propose, c'est faire un front en React et un back for front en Node.js. Ah ouais, toi t'es conservateur. Ouais, un peu, ouais. Bah, le pattern back for front, ouais, je vois pas de problème. Après, je sais pas si t'as entendu, moi j'étais à une réunion de la R&D là, il y a la semaine dernière, ils ont parlé d'un nouveau framework qui s'appelle Hype.js. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Framework Non. poussé par la R&D. Ouais, un truc, ça a l'air super prometteur, ça déchire et tout, il y a des nouveaux concepts dedans. Moi je pense que c'est un truc d'avenir. Peut-être c'est l'occasion, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. T'as déjà vu ça sur un vrai projet? Bah non, c'est de la R&D en vrai. Non, Ok. ça te dit pas. Et c'est sur ton radar? Bah non, pas encore, non, c'est pas de... C'est Ouais, même bon, pas dans t'as la raison. série. Ah, bon, ok, bon, Bon, on va rester sur. bon, ok, On va d'accord. peut-être Bon, réduire le laisse risque. tomber FJS. Faut pas faire n'importe quoi, je suis d'accord. Bon, alors là, on est bon. React, Je pense que c'est pas mal. Node.js,
ça va. Alors sur la partie event processing, on va utiliser du Kafka. Ouais, Kafka, clair, parce que là, les Ops et les SRE, ils ont l'habitude, ils l'ont vachement industrialisé. Ils savent le déployer et le runner hyper facilement. Et ça, c'est quelque chose, c'est quand même une pièce importante hein, de l'architecture. Et ils ont développé toute une couche autour aussi d'observabilité. Parce que quand on distribue les architectures, évidemment, le problème c'est savoir ce qui se passe, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, puisqu'on parle d'observabilité, juste un petit zoom, parce que ça c'est mon cheval de bataille un petit peu, comme je le dis, plus on distribue, moins on comprend ce qui se passe si on fait pas gaffe. Et donc, il va falloir recentraliser des choses, et notamment l'observabilité. Donc, l'observabilité, ce que je dis souvent, c'est pas quelque chose qu'on rajoute autour de l'architecture une fois qu'on l'a conçue, c'est une capacité de l'architecture à se rendre observable. C'est pour ça que ça s'appelle observabilité. Et donc c'est une fonctionnalité en fait de l'architecture qu'il faut intégrer dès la phase de conception. Donc là je vous ai sorti un exemple, alors c'est un peu compliqué d'une architecture d'observabilité qu'on a mis en place sur un projet, mais on voit que voilà, il y a un certain nombre de points à regarder et ça peut même être une architecture à part entière, on a pas mal d'éléments différents en fonction de la complexité de l'architecture. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus, mais à réfléchir. Alors maintenant ce que je te propose c'est qu'on mette à jour notre matrice de risque. Ouais. Ce qu'on avait prévu de le faire de manière itérative. Alors déjà on a rajouté de nouveaux risques. On a traité l'indisponibilité des systèmes externes, ça c'est un risque. Parce que ça a un impact direct sur le client. Ouais. La plateforme peu observable, c'est pareil, ce sont des risques qu'on a mitigés. Les temps de réponse sont trop élevés, ça on l'a réduit en termes de probabilité. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place une stack qui est complètement asynchrone et qui permet justement de garantir les temps de réponse. Donc quelques bonnes pratiques, si on devait résumer cette vue applicative, déjà on a analysé les risques à plusieurs niveaux et on l'a mis à jour. Et ça, il ne faut pas hésiter, une fois que le projet est up et qui est en production, il faut aussi le mettre à jour. Restez pas sur vos acquis. Vous avez vu, moi j'étais plus parti sur faire du Spring Boot, Spring Cloud parce qu'on fait ça depuis quelques temps. Bon, s'il y a des choses que vous pouvez des technologies que vous pouvez introduire, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Et puis quand on reste ouvert comme ça et quand on se documente un peu sur ce qui se passe autour de nous, ça laisse poser la question de quand innover. Effectivement, bon, des fois, là, j'ai voulu un peu trop innover avec Live.js, j'avoue. Mais c'est vrai, il y a des endroits, il y a des moments où l'innovation, elle est bienvenue. Il y en a d'autres où il faut faire attention. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser. Et point important, là, on a essayé d'illustrer un petit peu dans notre discussion, c'est les impacts organisationnels. Si on construit une architecture qui n'est pas en phase avec l'organisation qui va la faire vivre, très vite on va arriver à des problèmes. Il faut penser au fait qu'il y ait des gens qui vont être impliqués dans cette architecture, dans sa conception, sa réalisation et dans son opération et son maintien. Donc point important. Maintenant, on va s'atteler à l'infrastructure. Parce que quand même, on a conçu une application, mais il faut bien la déployer quelque part pour rendre un service au client quand même. Alors, première question, c'est le cloud, ouais, mais lequel? Alors, la plupart du temps, vous allez avoir des stratégies dans vos entreprises qui vont vous dire déployer sur telle infrastructure ou pas. Mais ce qui peut être intéressant, au-delà de dire quel est le cloud sur lequel cloud on va déployer, c'est quelle technologie on va opérer dans le cloud. Est-ce que vous allez faire, par exemple, du Kubernetes from scratch, en utilisant la distribution, ou vous allez utiliser un service manager? Ça, pour avoir ce retour-là, et pour être le plus judicieux possible, il faut impliquer les ops. Il faut impliquer ceux qui opèrent. Parce que c'est eux qui vont pouvoir vous dire, voilà notre trajectoire, voilà là où on veut aller. Après, c'est aussi à vous de proposer une alternative. Si vous pensez que pour ce projet-là, il y a une autre solution qui est plus judicieuse, il faut leur proposer et il faut les embarquer par contre. Ok. Ouais, avançons peut-être sur cette partie cloud. Après, il ne reste pas énormément de temps, on aura d'autres réunions. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'une fois qu'on a dit on va faire du cloud, on a juste commencé à réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'utiliser, de consommer ou de déployer sur le cloud. Ça peut être du SaaS, où j'utilise des services, et on va voir que c'est plus adapté si on appelle des services externes, typiquement delivery service ou le paiement, par exemple. Ça peut être aussi utilisé en tant que plateforme, avec des services managés, et ça, c'est peut-être sur des composants qui ne sont pas dans le cœur de l'architecture qu'on veut laisser manager par le fournisseur du cloud. Donc typiquement gestion des utilisateurs, la partie observabilité, etc. Ça peut être des conteneurs, donc en mode CAS. On voit que c'est adapté à microservices quelque part, donc Spring Boot, Quarkus, ou certaines bases de données, si les ops sont OK pour faire tourner ça dans des conteneurs. Et puis ça peut être de la VM pour des choses qui sont plus d'infrastructures sur lesquelles justement les ops peuvent avoir plus la main, ce genre de choses-là. Il y a un truc qui est important à avoir en tête, j'ai souvent
cas-là. Nous, on a démarré avant le cloud, hein, l'architecture. Donc, on faisait du sizing des serveurs. Combien de CPU, combien de mémoire, le réseau et tout. Puis là, on me dit, ouais, on s'en fout, c'est dans le cloud, t'as pas besoin de te fatiguer, tout ça. Ça scale tout seul. Alors, je sais pas si ça scale, mais il y a un truc qui scale, c'est sûr, c'est le prix. Donc là, c'est hyper important de réfléchir. C'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'il faut pas réfléchir à ça, parce que ça coûte super cher si on fait pas gaffe. Et il y a tous ces mouvements maintenant, FinOps, etc., où maintenant, même les techs, maintenant, ils doivent réfléchir à de la finance, quoi. Donc voilà, bon, on rentrera dans les détails un peu plus tard. Au-delà de ces services du cloud, ce qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport à vos clients, c'est quoi, où est le vendeur lock-in? On n'a pas de slide dédié là-dessus, mais c'est quel est le vendeur lock-in de votre solution? Parce que on va se poser cette question-là, quoi. Alors je dis pas qu'il ne faut pas utiliser tous les services managés, parce que si vous allez sur un Google GCP, que votre décisionnel, vous n'utilisez pas BigQuery, que vous fassiez tout à la main, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur GCP? Mais il faut en avoir conscience. Il faut ne pas hésiter à le marquer aussi. Dire voilà, on a estimé par exemple le vendeur lock-in qui est sur telle solution, telle solution. Un exemple sur un projet, moi j'ai évalué le vendeur lock-in, c'était sur la partie HSM, la partie boîtier de crypto. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait si on veut sortir? Quels vont être les problèmes? Et là, c'est très important. On parlait de la caractéristique de l'évolutivité de la plateforme, de se dire, bah tiens, notre plateforme, si on veut passer de GCP à Google, GCP à OVH, comment on fait? Déjà, avoir les grandes lignes. Je ne vous demande pas de faire l'étude complète, mais au moins d'avoir les grandes lignes sur les solutions que vous avez déjà choisies. Ok. Ouais, puis un point important, c'est valider l'architecture, parce que là, on fait en accéléré, on est deux et tout, mais bien sûr, il y a des réunions, on parle plusieurs vues d'architecture avec plusieurs parties prenantes, donc c'est important de s'assurer que cette architecture qu'on est en train de designer, on le fait de manière collaborative, collective, et qu'elle est validée par les différentes parties prenantes. Donc impliquer le métier, les développeurs, les ops, la finance, les experts, etc. Formaliser même l'engagement si c'est nécessaire, ça va dépendre des process qu'il y a dans les boîtes et tout, mais bien s'assurer que c'est pas une fois qu'on est arrivé qu'on dit bon bah maintenant c'est bon on déploie l'architecture, quelqu'un qui lève le doigt et dit ah bah non en fait je suis pas d'accord, il y a une contrainte que je vous ai pas dite, enfin bon voilà ça fait perdre du temps et ça peut même être de la validation hyper formelle, alors ça peut avoir plusieurs noms, design authority, architecture review board, enfin bon ce genre de choses là, on va réunir les gens, on va leur dire est-ce qu'on est bien d'accord sur la définition de l'architecture. Voilà. Et puis pour l'infrastructure, rapidement, valider des choses au niveau de l'infrastructure, ça va être vérifier et valider des hypothèses qu'on aurait pu faire dans les phases amont ou dans un cycle précédent, typiquement en réalisant des POC, en disant bah ça on va quand même vérifier si notre hypothèse elle est bonne ou si on a les bons éléments de dimensionnement. Les non-functional requirements, là à nouveau on va vérifier qu'on est bien dans les clous et qu'on est bien en train de les gérer et donc disposer des éléments de dimensionnement nécessaires. Et tout ça c'est un travail itératif à la fois là et à la fois sur tout le cycle qu'on vous a décrit, hein. On va revenir et retraverser les vues, puisque l'objectif c'est celui que les différentes vues qu'on a faites là, elles soient bien alignées en fait. Et pour compléter ça, pour la validation d'architecture, n'hésitez pas à rechallenger le métier. Quand vous avez un métier, alors je dis pas que c'est simple, hein, vous y arrivez sous les dents, mais quand vous avez un élément métier qui vous dit moi je veux du 99.5, 99.95, etc. Quand vous arrivez aux dernières étapes, vous voyez dans l'infrastructure que l'architecture elle est hors sol par rapport aux besoins. Bah, c'est votre responsabilité de revenir côté métier. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'en termes de coût, en termes d'infrastructure, ça va être trop cher. Le meilleur moyen pour monter ça, généralement, c'est les risques et le coût. Hein. Ça va pas être la technique. Alors maintenant, en conclusion, si on devait résumer ce qu'on a fait dans notre étude d'architecture aujourd'hui, déjà, si pour vos prochains ateliers, la première chose, c'est l'attitude. Alors, il faut prendre du recul. On est là pour rendre un service, on est là pour répondre à un besoin fonctionnel. Il faut rester ouvert d'esprit. C'est très bête parce que généralement, quand vous mettez plusieurs architectes autour de la table, la plupart du temps, s'il y a 5 architectes, il va y avoir 5 postures différentes et tout le monde aura raison. Donc, la plupart du temps, voilà, c'est un peu le mélange de toutes des idées qui va émerger, qui va donner une bonne architecture. Et il faut échanger avec tout le monde. C'est des choses qu'on oublie un peu trop souvent. C'est quand vous avez des ops, quand vous avez des gens qui opèrent et qui travaillent sur le terrain, bah, vous allez avoir des retours d'expérience qui vont vous permettre de fournir des services qui seront plus qualitatifs.
Ouais, ouais, c'est vrai que l'architecture c'est quelque chose qui est fondamental, c'est ce qui va même survivre aux technologies en fait dans la solution. Donc c'est quelque chose qui rassure sur lequel on se base et l'architecte en général on attend de lui qu'il soit sûr de lui et qu'il dise ah ouais t'es sûr que ça va, c'est bon. Voilà, j'ai tout. Donc quand on a plusieurs, bah, ils ont l'habitude d'avoir leurs idées comme ça, donc il faut arriver à quand même rester ouvert. Et un des points importants justement pour dépasser l'architecture, c'est l'affaire de tous et pas que de l'architecte, c'est formaliser. Donc formaliser, tracer, on l'a vu, les ADR, les formalismes pour décrire l'architecture, la gestion des risques, etc. Et c'est ça qui va permettre, en ayant des angles de vue, j'allais dire perspective, je suis trop gaffe. Sur cet objet complexe qu'est l'architecture, c'est bien échanger avec toutes les parties prenantes, vérifier qu'ils ont bien compris vers où on va, en quoi ça les implique, en quoi ça répond à leurs contraintes et à leurs besoins. Et le boulot de l'architecte, quelque part, ou de l'architecture, c'est vérifier que, comme je l'ai dit juste avant, que tous ces angles de vue-là, toutes ces visions de l'architecture, c'est bien aligné en fait. Donc du métier jusqu'à l'infra, on est sur quelque chose qui est cohérent. Voilà. Et enfin, voilà, les patrons, quand vous êtes architecte, si vous êtes architecte, si vous devez concevoir des plateformes, il faut avoir une boîte à outils avec vous. Les boîtes à outils, ça va être des patrons d'architecture, ça va être des études que vous allez faire, peut-être des decision trees, ça va être les choix technologiques de la société, vos choix technologiques, c'est du client. Et le plus important, c'est rester pragmatique dans le choix des technologies. Alors, ça ne sert à rien de mettre des choses sur Kubernetes, etc., alors qu'un pauvre script SQL pourrait le faire largement mieux. Écoutez, on en a fini aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste du temps. Il reste du temps pour les questions. 5 minutes. Ouais. Questions. Ça marche. Ouais. Alors, La question, alors la question, c'est comment embarquer toutes les équipes pour qu'elles acceptent l'architecture et comment faire pour qu'il n'y ait pas un décalage en production, quoi. Oui. Tu veux Alors, répondre? oui, bah, on a effectivement un peu répondu, c'est-à-dire que justement le boulot de l'architecte, enfin, pour moi, architecte, c'est une espèce de traducteur universel qui doit parler un peu avec tout le monde dans les différents langages. C'est pour ça qu'il y a différentes vues, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment impliquer toutes les parties prenantes, justement pour qu'elles s'approprient l'architecture, puisque c'est la leur en fait. Ça, c'est le premier élément. Après, je te laisserai répondre aussi. Mais sur le deuxième, c'est l'architecture, c'est pas un truc qu'on définit, puis après les architectes ils se barrent en fait. L'architecture, c'est, comme j'ai dit, c'est ce qui va survivre aux technologies. Donc c'est un objet vivant. C'est quelque chose qui va continuer à évoluer. C'est pour ça qu'il faut faire des ADR. C'est pour ça qu'il faut avoir ces réunions de validation d'architecture, etc. Et revisiter les contraintes et les choix qu'on a fait dans le passé pour voir si c'est toujours adapté ou pas, pour pouvoir justement continuer à le gérer en tant que tel. C'est pas juste un truc qu'on définit puis ça y est, c'est fini. Alors moi, j'ajouterais aussi autre chose. C'est ça va peut-être être ça va être sujet à controverse, mais Vas-y. personnellement, moi, j'aime bien être dans les équipes. Voilà. Moi, c'est-à-dire que je suis dans les équipes, Bon. je suis pas à côté de l'équipe, et ce qui fait que bah, déjà, je peux confronter ma conception à la réalité. C'est déjà parce que sur PowerPoint, ça va fonctionner, Visio, l'architecture, ça fonctionne. Hein. Quand on fait des boîtes et des flèches, ça marche toujours. Maintenant, dans la réalité, c'est pas souvent le cas, quoi. Et le fait d'être au plus près, enfin, d'essayer d'être près, en tout cas, des équipes, que ce soit de la production. Alors, je dis pas que je suis tout le temps avec eux en train d'administrer, mais au moins, j'ai des contacts réguliers avec eux. Fait que on limite les décalages. Il y aura toujours un décalage, hein, clair, faut l'assumer, enfin, faut en avoir conscience, mais on limite. Et ça nous permet d'adapter au mieux l'architecture. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette vision un peu, on définit l'architecture, plan quinquennal, un peu soviétique, etc. Mais il y a aussi ces notions-là, maintenant, surtout avec les microservices, ces trucs qui bougent, d'architecture émergente. Donc il faut arriver à trouver comment marier les deux et rester. Une architecture, c'est quelque chose qui peut évoluer, quoi. Sinon, c'est un cadre et ça tue, en fait. Voilà. Surtout qu'on fait des applications maintenant qui durent 5-10 ans, donc faut en avoir conscience quand Il y même. a une autre question Oui. là. Répète la question d'abord. Ouais, alors est-ce qu'on gère les modèles C4 au niveau projet ou est-ce que on les gère au niveau transverse, c'est ça? Ouais. Bah alors je te dirais que
Ça dépend de la taille du projet. Alors, alors, je vais te donner la réponse d'un architecte. Ça dépend. Euh, Ça Faut dépend de faire beaucoup une de choses. étude. Faut faire une étude. Voilà, non, en fait, il faut faire une étude. Non, blague à part, ça va dépendre de la taille du projet, ça dépend aussi des modèles que tu fais. Un exemple, moi j'étais sur un gros projet où il y a plusieurs repos, etc. Donc là, on mettait des schémas qui étaient un peu transverses à plusieurs briques, à plusieurs solutions, etc. Après, quand tu es sur un projet qui est vraiment donné, on avait tendance quand même à mettre la documentation au plus près du code. Pour que, par exemple, qu'on fasse les schémas que je vous ai montrés, c'était avec du plan UML, donc on était capable de les générer, de les versionner, et ça permettait, dans le cadre d'une merge request, déjà de mettre à jour systématiquement la documentation, quoi. Donc il y a pas de vraie solution. Je veux dire, ça va dépendre un peu du contexte de ton schéma, du contexte de ta conception. Si tu es sur des très grandes plateformes qui impliquent beaucoup de programmes, du SSO, des choses comme ça, tu auras sans doute un projet peut-être à part pour cette documentation-là. Ouais. Et si je complète, moi, avec ma vision architecture entreprise, quand tu designes un SI, bon, évidemment, il y a des gars, ça va être les gardiens du temple sur la vision globale du SI, etc. Et c'est quelque chose qui doit être partagé et maintenu par une équipe. En discutant bien sûr avec les autres parties prenantes, parce que c'est ça qui définit le cadre global de l'entreprise ou de l'administration, etc. Mais après, ça peut s'articuler par zone, par quartier ou par application, ou sous-partie de ce système d'information-là, avec, là c'est géré au niveau local. Mais il faut arriver à trouver les bons niveaux d'articulation, et ça à nouveau, ça va se faire si on a des formalismes qui sont communs. Bah, après, ça dépend à chaque fois du contexte, hein. C'est vraiment. Ouais, c'est compliqué, hein. J'ai pas encore trouvé la règle ultime qui dise voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, malheureusement. Et puis même, hein, en termes de formalisme, à un moment donné, en tant qu'architecte, on l'a dit, il faut être pragmatique. Même avec ces quatre, hein, toute explosion de joie que ça peut apporter, ah, j'insiste sur la blague pourrie, il y a des moments, j'étais obligé de repasser en PowerPoint parce qu'il fallait discuter avec des gens et que de toute façon, même ces quatre, ça passait pas avec eux. Bon, bah là, dans ce cas-là, moi, je prends ma casquette de traducteur et après, je retraduis les trucs. Il faut pas rester bloqué parce que sinon, on va perdre des gens sur la route et c'est vraiment pas Le l'objectif. plus important, c'est de communiquer ta vision, quoi. Moi, j'ai eu pareil, le même cadre. J'étais parti sur modèle C4 et tout, et je suis tombé c'était dans le cadre d'une avant-vente où personne ne comprenait ce que je voulais dire. Donc, bon, on a refait des boîtes, on a fait des trucs. Bon, c'était un peu plus old school, mais au moins tout le monde comprenait et tout le monde pouvait se projeter, quoi. Bah, n'hésitez pas à nous. Merci beaucoup. Merci.